Je vous remercie beaucoup de votre accueil. Je vous remercie aussi bien sûr de m'avoir proposé de venir à la fois parler de cette articulation qui est très intéressante entre l'art et le handicap. Intéressante peut-être parce que comment on est à un moment charnière et je vais essayer justement de vous expliquer pourquoi c'est un tournant assez important. Oui, donc j'ai été présenté tout à l'heure, donc je m'appelle Thierry Seguin, je suis le directeur de ce Centre national pour la création adaptée qui est aujourd'hui situé à Morlaix, qui est décentralisé. C'est un des rares centres nationaux qui n'est pas dans le bassin parisien, mais qui est en périphérie, en Bretagne. Et en fait, depuis que le centre s'est créé, il a été créé en 2021, on essaye d'être accompagné par des citations et celle-ci me plaît beaucoup. Elle est de Marco Petri, qui est un artiste neuroatypique brésilien. C'est dans le cadre d'une conférence en visio pendant le Covid. Et je te remercie Mathilde de m'amener un café, sans ça je ne tiendrai pas. Et qui dit, lorsque j'accède à une pratique culturelle, c'est la société qui m'accueille. J'ai trouvé qu'à travers cette expression, il disait tout. Marco Petri, c'est une figure au Brésil, puisque c'est un youtubeur, et c'est quelqu'un, parce que c'était des rencontres qui avaient lieu sur 2 jours. Donc moi j'étais de nuit, puisque je vous le redis, on était en Zoom pendant le Covid. Et en fait, entre le premier et le deuxième jour, Marco, il a tenu à apprendre le français pour me dire cette phrase en français. Tout à fait remarquable, cet artiste. Rapidement pour me présenter, donc moi j'ai commencé ma carrière en tant que responsable de relations publiques dans une institution à Rennes, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Théâtre National de Bretagne, avec un directeur, Médel Véricourt, qui fondait cette institution qui était nouvelle, succédé à la Maison de la Culture. Ensuite, je suis parti travailler à partir de 1994 avec une metteur en scène qui s'appelle Madeleine Ward, qui a été connue un peu des spectateurs de Lorient, parce qu'elle a été artiste associée pendant plusieurs années au Centre dramatique de Lorient. Donc on a créé ensemble cette compagnie qui a la particularité de travailler les acteurs en situation de handicap. Et puis en parallèle, à partir de 96, parce que c'était pas possible en fait de vivre de ce travail. Moi j'étais administrateur, bonjour. C'était pas possible de vivre de ce travail d'administrateur auprès d'une compagnie d'artistes en situation de handicap. Il n'y avait pas d'argent pour ces pratiques. Donc moi j'ai été enseignant de 96 à 2021 à l'université de Rennes 2, un département qui est le département d'arts plastiques, d'art du spectacle, pardon. J'étais dans la branche théâtre et je faisais ces allers-retours incessants entre Rennes et Morlaix. Nous avions notre compagnie. Et puis à partir de 2008, on va tenter de faire émerger un lieu qui serait pour nos comédiens, qui s'appelle Sioux, qui a été inauguré en 2021, je vous présenterai tout à l'heure, et qui a cette particularité mutualisée avec un cinéma arts et recherche, qui est le cinéma de la Salamandre, cinéma qui a tous les labels, et un collectif, des amis, qui s'appelle Wart, qui s'occupe de musiques actuelles. Et ce sont des gens qui à Morlaix étaient connus parce qu'ils organisent un festival de musique électro qui s'appelle Panorama. Ce sont aussi les agents d'artistes. C'est eux qui ont découvert Jeanne Haddad et plus récemment Zao Zagazan qui est très régulièrement en résidence chez nous. Et puis maintenant, je suis le directeur du Centre national et co-directeur de cet équipement. Alors très rapidement, pour présenter les acteurs de Catalyst, peut-être que vous les avez vus lorsqu'ils venaient jouer ici au Centre dramatique de Lorient. Ce projet, il est initié par Madeleine, qui à l'époque est une metteur en scène, très jeune metteur en scène, qui avait été précédemment éducatrice. Et ce qui est très intéressant dans cette manière d'avoir travaillé avec ces artistes, c'est qu'elle a d'abord décidé que ce n'était pas une question de soin. C'est une citation d'elle. Elle dit « Le soin n'était pas la question première, il s'agissait d'expérimenter l'esthétique du théâtre. L'idée centrale étant que n'importe quelle personne a le droit d'avoir accès à un univers esthétique. » Et ça, c'est un geste très fort dès le départ de considérer que faire du théâtre avec des gens qui étaient des ouvriers d'un établissement social d'aide par le travail, qui, pour la plupart, à l'époque, ne savaient pas lire et écrire, eh bien, pour autant, c'est pas parce qu'ils ne savaient pas lire et écrire qu'ils ne pouvaient pas traverser le champ de la poésie, le champ de la littérature. Et ça a été le premier défi, c'était d'apprendre le texte avec ces comédiens et progressivement de les révéler en tant qu'artistes. Il y a eu plusieurs étapes dans notre parcours.
tout départ, moi j'y étais pas là, c'était 10 ans encore avant mon arrivée, c'est en 84, c'est la naissance de cette compagnie amateur, c'était une activité de foyer, c'était le soir, après le travail ou les week-ends. Et puis 1994, c'est là que je rejoins Madeleine pour créer le théâtre de l'Entresort, la compagnie de Madeleine, et en fait créer cette bascule, c'est-à-dire qu'à partir de 94, c'est plus une pratique amateur pour ces comédiens, c'est une pratique professionnelle, donc c'est un ESA théâtre. À l'époque, on parlait de CAT, mais les termes ont changé, mais c'est la même chose. Et puis, il va y avoir comme ça plusieurs spectacles qui vont baliser. Là, j'en ai retenu quelques-uns. Alice au Monde des Merveilles, qui est la première fois qu'on va créer ce spectacle, un spectacle en dehors de la région Bretagne. Donc, c'est vraiment le spectacle qui nous fait sortir de la région. Avant, il y a eu de très beaux spectacles de Madeleine, mais on avait du mal à diffuser ailleurs qu'en Bretagne. Il y a les oiseaux d'Aristophane. C'est la première fois qu'on crée dans un grand festival qui est le Festival d'automne. Là, on commence à être associé au Centre dramatique de Lorient. Ça nous aide. Cette association avec un centre dramatique nous pousse, nous porte. Et puis, il va y avoir l'arrivée de la consécration. Et vous remarquerez qu'elle est tard. C'est à partir de 2016. C'est d'abord Ludwig, un roi sur la lune, qui est créé dans la 70e édition du Festival d'Avignon. Ça fera bientôt 10 ans. On avait vraiment le track que jouait dans ce festival, qui est très sélectif. C'est 50 équipes artistiques de retenue. La plupart sont des équipes internationales. Il y a très peu de place pour les Français. Et ça a été une très belle création, magnifique. Puis une deuxième création au Festival d'Avignon 2 ans après, c'est le Grand Théâtre d'Oklahoma. Et puis Gulliver, qui sera probablement la dernière création de Madeleine dans cette troupe de l'Entresort qu'elle avait créée quelques années avant. À partir de ce moment-là, Madeleine va commencer à arrêter. Elle ne fait aujourd'hui que du travail de transmission. Elle a en quelque sorte pris sa retraite, mais c'est qu'en quelque sorte, parce que elle transmet beaucoup à l'École du Théâtre National de Bretagne et elle poursuit ce travail de création, mais pour des élèves qui vont passer dans ces écoles. Et ces dernières créations sont tout aussi belles que les premières. Alors peut-être montrer quelques images rapidement. Ça, c'est Alice au Monde des Merveilles. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est Lewis Carroll. Et c'était un spectacle qui était prévu pour tous les enfants, mais aussi tous les adultes grands que nous sommes. C'était très beau. C'est un spectacle qui a énormément tourné. C'est la première fois vraiment qu'on a un spectacle qui tourne partout. Il y a toujours une attention dans les spectacles de Madeleine au décor. Ça, c'est L'Empereur de Chine que j'évoquais tout à l'heure, qui est un spectacle assez étonnant d'un auteur qui est Georges Raymond de Seigne, dadaïste, les avant-gardes du début du XXe. On disait que c'est un texte qui était injouable. Et pourtant, joué par les acteurs de Catalyst, c'est magnifique. Et c'est sur la guerre, la mort. C'était un spectacle qui était très fort. Les oiseaux d'Aristophane, toujours cette attention particulière aux costumes, au décor. Il y avait dans ce spectacle beaucoup de projections électroniques. Et il y avait des sous-titrages qui passaient derrière les acteurs, qui étaient magnifiquement mis en scène. Et puis, ce spectacle marquant, j'évoquais tout à l'heure, Ludwig, un roi sur la lune, créé dans le Festival d'Avignon. C'est très beau ce spectacle parce que c'est un biopic sur Ludwig, roi d'Autriche, qui est un personnage qui ne voulait pas être roi, être empereur, et qui, à la mort de son père, devient malgré lui empereur. Et ce spectacle est superbe. Il raconte Ludwig vieux, Ludwig jeune. C'est un des plus beaux spectacles, je pense, qu'a pu réaliser Madeleine et qui a beaucoup tourné, qui était vraiment magnifique. Voilà. Alors ça, c'est le théâtre d'Oklahoma. Vous voyez, toujours cette attention particulière pour les costumes, les décors. Il y a toujours eu dans ce travail de mise en scène de Madeleine Warne quelque chose d'un théâtre total, c'est-à-dire aussi bien un très beau travail d'écriture qu'un très beau travail de scénographie, de création sonore. C'est vraiment une artiste marquante. Il y a quelques jours, nous étions à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, à Richelieu, et on a transmis toutes les mémoires, toutes les archives de Madeleine, et on a créé une archive vivante qui va être dorénavant consacrée à d'autres artistes de la création adaptée. Et donc, on peut dire que cette reconnaissance de Madeleine est arrivée progressivement, mais aujourd'hui, on se rend compte que ça aurait été une des grandes artistes du XXe siècle. Alors, le Centre national, il est dans cet écrin, dans ce lieu qu'on aura mis assez longtemps à construire. Si vous venez à Morlaix, c'est sur les quais, dans cette ancienne manufacture des tabacs.
dont l'activité s'est arrêtée en 2004. Et à partir de 2008, on va étudier donc la possibilité de créer un lieu. Au départ, c'est un tout petit projet. On pensait faire une salle de répétition de 500 mètres carrés. Et l'équipement aujourd'hui, il fait 5500 mètres carrés. Il a ce lieu commun avec un bar, une librairie, un restaurant, des salles de cinéma qui sont assez magnifiques. C'est vraiment une architecture très marquante. Quand on vient voir le lieu, on est assez marqué par cette architecture, très brute mais très belle. Et vous voyez, ça c'est les 3 salles de cinéma. À l'intérieur, ce sont des écrins. Si l'extérieur, c'est friche dans la friche, l'intérieur, c'est vraiment un cocon, un peu rococo magnifique. Voilà, c'est un lieu qu'on aime beaucoup faire visiter parce qu'effectivement, c'est un lieu très marquant. Ça, c'est le restaurant, vous voyez, c'est quelque chose d'assez brut. Donc, à l'ouverture de cet équipement en 2021, en fait, il y a un ministre de la Culture, Franck Riester, qui est venu nous voir jouer. Alors, pas à Morlaix, on était en train de jouer à Bobigny. Et il y a un échange assez long sur cette pratique artistique. Il trouve que c'est assez extraordinaire, le fait qu'on ait pu pousser la reconnaissance de ces comédiens à un niveau comme ça, de visibilité aussi important. Et là, il va nous dire, il faut qu'il y ait un centre national. Et donc, en fait, il délègue son cabinet qui vient le week-end d'après. Et on commence à imaginer un dimanche au bord de la mer, après avoir visité le chantier, ce qu'on va faire. Et donc là, naît l'idée de faire un centre national, c'est-à-dire un pôle national de ressources professionnelles pour ces questions-là en France. En France, on connaît des centres nationaux. Il y en a quelques-uns que vous connaissez sûrement. Je pense par exemple au CNC, qui est le plus connu, le Centre national du cinéma, mais aussi le Centre national du livre, le Centre national de la danse. Et nous, on a à peu près les mêmes missions que le Centre national de la danse. On est le petit frère, en quelque sorte, du CND. Enfin, je dis souvent en déconnant que j'ai à peu près le même budget que le Centre national de la danse, mais j'ai dû perdre un zéro au passage parce que le CND, c'est à peu près 9 millions. Moi, je dois avoir 900 000 euros. Et encore, c'est tout mouillé parce que je suis plus près de 800 000 que de 900 000. Mais l'importance n'est pas liée au budget, on est d'accord. Donc, on a ces 3 missions, soutenir, accompagner, sensibiliser. Donc, soutenir, c'est soutenir la création adaptée. Depuis 2020-2021, l'inauguration du centre, on parcourt vraiment toute la France et toute l'Europe pour essayer d'identifier des pratiques artistiques qui impliquent des artistes en situation de handicap. Et dans toutes les disciplines, on a trouvé vraiment des chefs-d'œuvre. Accompagner, c'est peut-être la mission la plus intéressante, c'est celle qui consiste en fait à ce qu'on accompagne les professionnels sur ces sujets-là. C'est-à-dire très vite, le constat qu'on va faire, c'est qu'effectivement, j'en plaisantais tout à l'heure, on a un tout petit budget, mais c'est pas grave. Notre action à nous, c'est que les autres s'emparent de ce sujet. Et donc, en fait, on essaye de convaincre les directeurs de festivals, les directeurs de musées, de théâtres, de s'emparer de ce sujet. Et comme souvent, ils n'ont pas de repères, on les aide. On dit, allez voir ceci, regardez cela, programmez un tel, ça serait formidable. Donc, on essaye d'inciter l'ensemble du tissu de l'écosystème culturel à s'emparer de ce sujet. Et puis, la dernière mission, sensibiliser, généraliser, c'est venir parler, comme je suis en train de le faire, devant le public, ou tout simplement s'assurer que dans les écoles, l'éducation artistique culturelle, elle ne se limite pas aux enfants bien portants, mais elle concerne aussi les enfants en situation de handicap. Ce n'est pas toujours gagné. Donc ça, c'est une mission. La troupe, elle est toujours avec nous, même si Madeleine fait moins de spectacles. Vous voyez, ils sont là, dans le jardin qui est juste derrière la manufacture. C'est Christelle Poder, Jean-Claude Pouliquin, Guillaume Droiden. Jean-Claude, que vous voyez au milieu, c'est mon plus vieux collègue. On a commencé ensemble en 1994. Vous avez Manon Carpentier, Tristan Quentin, et vous aviez Emilio Le Tarot et Sylvain Robic. Pour ceux qui nous ont vus par le passé, vous voyez que les figures ont changé parce qu'effectivement, il est arrivé que certains de nos comédiens aient atteint l'âge de la retraite, fait valoir leur droit à la retraite. Et puis, à ce moment-là, il y a une place qui se libère. On fait un acte, un appel à recrutement et ils sont remplacés par de nouveaux arrivants. Du coup, comme Madeleine, que vous voyez ici, Madeleine Ward, vous voyez, la deuxième, eh bien, elle fait moins de spectacles. On n'a pas pu le remplacer par un autre ou une autre artiste. On a plutôt choisi de le remplacer par une communauté d'artistes. Donc, c'est Jean-François Auguste, qui est metteur en scène, qui a beaucoup travaillé avec nous ces 20 dernières années. Donc, c'est pas un choix qui était difficile à faire. On se connaissait bien. Il avait beaucoup travaillé avec Catalyse. Il avait été souvent l'assistant de Madeleine, puis le co-metteur en scène de certains spectacles de Madeleine. Vous avez Bernard Nomonté, qui est un chorégraphe. Hélène Lecam, qui était
c'était à l'époque, quand on l'a choisi en 21 aux écoles, dans l'école des Beaux-Arts de Paris, qui est une dessinatrice, Rodolphe Burger, un grand musicien, Hélène Delprat, une plasticienne qui a fait beaucoup de scénographie des spectacles de Madeleine, et Olivier Martin-Savant, metteur en scène assez important. Ça, c'est la génération des artistes associés 21 à 25, et il va y avoir une nouvelle génération d'artistes associés 26-28. Alors, si on parle de ces questions du rapport entre l'art et le handicap, tout de suite, il y a un sujet qui est important, c'est celui de la connaissance pour éviter les discriminations. Si je regarde un petit peu quelques chiffres pour voir de quoi on parle, c'est jamais simple de réunir des données concernant le rapport du handicap et de la création artistique ou de la pratique culturelle. Là, j'ai quelques chiffres quand même. J'ai d'abord des chiffres généraux. On sait qu'en France, aujourd'hui, sur 68 millions d'habitants, il y a à peu près 12 millions de personnes qui sont concernées par le handicap, c'est-à-dire 18% de la population. Ce n'est pas une marginalité. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Le handicap, ça reste systématiquement la première cause de discrimination. Le rapporteur des droits, chaque année, qui est sollicité par des individus, vous et moi, si vous trouvez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez le solliciter. Eh bien, systématiquement, la première sollicitation, ce sont des personnes en situation de handicap qui voient leurs droits négligés, non respectés, écrasés. Le 2,8%, c'est le taux de travailleurs handicapés qui exercent dans le secteur culturel. Dans d'autres secteurs économiques, on est déjà à 4%, et l'objectif du ministère pour tous les secteurs, c'est d'arriver à 6%. Donc le milieu culturel est probablement en retard. 1%, c'est le nombre de personnes en situation de handicap qui sont représentées dans les médias. Alors ça, c'est un chiffre qui a été mesuré par l'ARCOM, et j'insiste sur la date, 2023. Vous vous doutez bien, parce que l'année dernière, 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques, 50 millions de spectateurs. Bien sûr que ces chiffres vont monter, mais il est à craindre qu'en 2025, ils se soient recassés la gueule. Ça, par contre, c'est un désespoir, parce que moi, je pensais vraiment que ça allait provoquer un électrochoc. Donc on voit très peu le handicap dans le monde de l'art, de l'audiovisuel, du cinéma, même s'il commence à faire des percées. Il y a bien sûr ce film très connu qui est 3 petits trucs en plus. Mais il reste que le monde de l'art est peut-être à l'image de la société. Donc si vous regardez une photo comme ça, quand je vous donne les proportions, en fait, sur cette photo, il y a 27 personnes. Statistiquement, 5 portent ou vivent avec un handicap. J'insiste beaucoup, cette proportion est quand même beaucoup plus importante qu'on ne le croit. 60% des équipements culturels sont accessibles. Donc il y a encore 40% qui devraient l'être. Et je rappelle qu'il y a une loi qui a tout accéléré, qui est la loi 2005, donc il y a encore du boulot. 86% des personnes en situation de handicap, lorsqu'elles sont sondées, sont désireuses d'aller dans des activités culturelles, si ces activités culturelles ont respecté leurs besoins. Et seuls 19% des salles de spectacle, des festivals disposent d'un site internet accessible. Si vous allez tout de suite, à l'instant, sur le site du Centre national, je plaide coupable, il n'est pas accessible, je vous prie de nous en excuser. Des fois, le cordonnier est le plus mal chaussé, c'est promis. Dans 3 mois, on est dessus, on est en train de faire le nouveau, on sera meilleur. Pourquoi je dis ça? C'est que c'est pas, je ne veux pas stigmatiser les autres, on est tous nuls, en fait, même ceux, et je sais que vous faites beaucoup d'efforts, parce qu'on a un territoire qui est assez exemplaire sur ces questions-là. Et puis, dernier chiffre, c'est vachement intéressant. Ça, c'est une mutuelle qui est venue mesurer ça, qui s'est dit, mais est-ce que, somme toute, un aidant, il n'est pas soumis au décrochage professionnel ou au décrochage scolaire? Eh bien, lorsqu'on a regardé une cohorte d'étudiants, c'est un quart des jeunes qui sont aidants, donc un père, une mère en situation de handicap qui est à leur charge, ou un grand-père, une grand-mère, une sœur, voilà, un quart décroche. Et la charge mentale, c'est pas une blague. Et vous voyez, si on s'intéresse à la communauté étudiante, on sait qu'entre 23 et 24, c'est 64 000 étudiants, c'est-à-dire 2,2% voilà, de la cohorte étudiantine. C'est très peu, il faudrait qu'on soit à 10-12. Mais c'est quand même un chiffre qui a été multiplié par 8,5 depuis 2003. Vous imaginez à quel point on partait de loin. Alors, réglementairement, où est-ce que nous en sommes sur ces questions-là ? Je suppose que vous connaissez ces phasages qu'on évoque souvent, ces différentes périodes, surtout si certains sont étudiants, enseignants sur ces domaines. Voilà, c'est une manière de les représenter. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la phase? On est dans la phase ici, qui est l'inclusion. Hein, ça, on peut dire que c'est à partir de 2005. L'intégration, c'est entre 1975 et 2005. La ségrégation. Je trouve les termes durs, moi, parce que c'est pas moi qui les écrirai comme ça.
Parce que je ne suis pas certain que dans les années 50, quand des parents se mobilisaient pour créer des instituts médico-éducatifs pour leurs enfants, ou des ESAT pour que leurs enfants aient un avenir professionnel, je ne suis pas sûr qu'ils aient décidé que leurs enfants soient en dehors de la société. Parce que pour moi, la ségrégation, c'est une action volontaire. Je suis blanc, je ne veux pas être dans un bus avec des noirs, par exemple. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui. Et des fois, il m'arrive de dire à des amis qui utilisent ces termes, fais attention quand même, parce qu'il y a encore des gens vivants qui ont connu ces périodes-là. Et sincèrement, ce n'est pas une action volontaire. Pourquoi ils ont fait des ESA, des IME? Certes, c'était un peu en dehors, c'était pas dans l'école ordinaire, mais c'est parce que l'école ordinaire ne voulait pas d'eux. Ils ont fait des ESAT parce que le monde professionnel ne pouvait pas accepter les gens différents. Donc dans les grandes périodes, si on regarde les différentes phases de loi, vous avez ces lois importantes. Ces premières vraiment très importantes, c'est celle de Simone Veil en 1975, qui est axée sur la déficience de la personne. C'est un moment où la nation reconnaît le handicap et surtout le principe de solidarité de la nation vis-à-vis des gens qui sont en vulnérabilité. Mais le plus important, évidemment, c'est cette loi 2005 qui est un changement de paradigme parce que là, en fait, il y a une inversion de la charge. C'est à partir de 2005, on va considérer que la personne est en situation de handicap si la société autour ne s'est pas adaptée à elle. C'est pour ça qu'on va plus dire personne handicapée, mais en situation de handicap, on va considérer que c'est à la société de s'adapter pour que la personne puisse participer à égalité avec chacun d'entre nous qui sommes bien portants. Donc ça, c'est le tournant très très important. Alors je vais passer, parce que je ne veux pas trop être long. La loi 2005, elle a 5 principes. Le droit à la compensation, c'est-à-dire mettre plus pour quelqu'un qui a une certaine vulnérabilité, pour qu'il soit à égalité avec les autres. L'intégration scolaire, et c'est là que le mouvement d'entrée d'enfants en situation de handicap va s'accélérer dans les écoles. L'insertion professionnelle, on le voit tout à l'heure, j'évoquais les statistiques, malheureusement, on n'est pas à l'horizon des objectifs qu'on s'est fixés de 6%. Le renforcement de l'accessibilité, ce n'est pas la loi 2005 qui fait l'accessibilité, mais c'est à partir de 2005 que ça se renforce. Et le dernier, je l'aime beaucoup, c'est la simplification administrative. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont dû faire un dossier administratif. Il faudrait faire des performances là-dessus, vous lire les formulaires, mais c'est le non-respect de la loi. C'est très compliqué. Il ne faut pas être en situation de handicap ou alors être agrégé de formulaires administratifs. C'est dingo ce que la loi a prévu et ce qu'on n'a pas su mettre en œuvre. Ce qui est intéressant aussi quand on s'intéresse à ça, des fois on se demande c'est quoi les groupes de personnes en situation de handicap. Et des fois, dans les formations, je m'amuse aux gens comme ça. Je leur dis, bon, je vous les affiche pas, essayez de les trouver. C'est pas si facile que ça à trouver. Honnêtement, moi, je suis content de les lire devant l'écran. Il y a le handicap physique, sensoriel, mental, intellectuel, cognitif, physique, le polyhandicap. C'est vrai que moi, mes comédiens ont souvent pas un handicap, mais plusieurs. Et les troubles de santé invalidants. Ça, c'est les catégories que la France s'est données, qui sont définies par la loi. Le handicap cognitif, avant la loi 2005, ça n'était pas reconnu dans la loi. Certains handicaps intellectuels n'étaient pas validés non plus par la loi. Et c'est très intéressant, parce que vous allez en Corée, nous en avons 7. En Corée, ils en ont 15. Alors, ne me demandez pas de traduire en fait les catégories, mais ce qui est très intéressant en discutant avec les Coréens, c'est qu'on voit aussi l'influence dans la définition de la nature de handicap des cultures de santé de l'Asie en fait. Mais en fait, on va retrouver nos 7 catégories là-dedans, mais il y a des particularités. Par exemple, sur le gros intestin, là, j'ai du mal à comprendre. Il doit y avoir, je sais pas, peut-être un trouble digestif. C'est promis, je vais essayer de faire traduire ces catégories pour mieux les comprendre. Mais voyez, ça dépend des pays, ça dépend des cultures médicales, des cultures sociales, voilà. Mais définir par la loi les catégories de handicap, c'est très important. Donc si on regarde bien, il y a quand même une différence très forte quand on parle du handicap en France, c'est qu'il a plutôt été traité par notre modèle social, qui fait notre force, qui est très important. Et le handicap a plutôt été, en général, traité par la société via les politiques sociales et médicales. Donc quand vous êtes travailleur du médico-social, donc ces métiers qui prennent en charge les personnes en situation de handicap, eh bien, l'administration de tutelle, qui est la vôtre, c'est l'ARS. L'Agence régionale de santé. Vous franchissez la Manche, vous arrivez en Angleterre, et là, c'est une toute autre affaire, parce que le handicap, dans ces pays-là, il a été traité sous l'angle des droits civiques.
C'est-à-dire qu'en fait, on considère la personne en situation de handicap comme une minorité devant avoir des compensations comme les autres minorités pour peser à égalité dans la société. Et ça change la logique, c'est incontestable. Peut-être que nous, la France, on est en train de mixer depuis 2005 les deux. Mais en tous les cas, je suis très surpris quand je vais en Angleterre parce que je vois que l'avancée sur les droits des personnes en situation de handicap, c'est quand même autre chose. Je vais vous donner un exemple tout de suite. On devrait faire le même boulot en France. Mais en même temps, quand je discute avec les Anglais, ils me disent surtout défendez votre modèle social parce que nous, on est une société libérale et à tout moment, on perd nos aides. Enfin, faites attention, n'allez pas trop loin dans les droits civiques. Mais je vous donne un exemple qui est très intéressant. En Angleterre, depuis quelques années, eh bien, les personnes en situation de handicap, elles ont trouvé un moyen de gagner leur vie. Elles arrivent, elles sont empêchées, imaginons qu'elles soient dans un fauteuil, elles arrivent dans un espace public et constatent que l'espace public ne peut pas les accueillir, elles font un procès. Et évidemment, elles vont gagner, et de ce qu'elles vont gagner, ça va faire leur revenu, et pourront attaquer d'autres endroits. Et la société est en train de processer beaucoup plus rapidement que dans d'autres sociétés où on ne fonctionne pas de la même manière. Si on revient du côté de ce binôme que j'évoquais avec vous précédemment de l'art et du handicap, qui est le sujet de cette conférence, on voit qu'effectivement, depuis 2005, le ministère des Affaires culturelles a plutôt abordé cette question à travers l'accessibilité des lieux et des contenus. Alors sur les lieux, vous avez vu, je vous ai montré, les statistiques ne sont pas très bonnes, 60%, il y a encore beaucoup à faire. Et sur les contenus, c'est le gros chantier qui va arriver avec d'énormes obligations qui vont impacter l'ensemble des groupes de l'audiovisuel qui vont devoir rendre l'intégralité de leur plateforme accessible. Et ça va aussi toucher le milieu culturel qui va devoir se réinterroger sur sa manière de communiquer. Par exemple, dans le monde de l'art et de la culture, on aime bien faire des affiches complexes. Je ne veux pas dénoncer les graphistes qui avaient fait une campagne de publicité pour l'ancien centre dramatique de Lorient. J'aimais beaucoup ces graphistes, mais c'était pas très lisible et pas du tout accessible, on est d'accord. Bon, ça va bientôt devenir impossible. Et en fait, ce qui est en train de changer, et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure avec vous un moment seuil, c'est que depuis quelque temps, et je pense depuis l'impulsion que le ministère de la Culture a donnée au Centre national, on est en train de réfléchir autrement ce binôme art et handicap. On le voit du côté, non plus simplement de l'accessibilité de la personne en situation de handicap à une pratique culturelle ou à une pratique de spectateur, ce qui est déjà important et qui n'est pas suffisamment fait, mais on se pose la question de qu'est-ce qu'elle peut apporter à la diversité artistique. En quoi elle pourrait aussi être une professionnelle, en quoi elle pourrait amener un autre vocabulaire, une autre manière de voir le monde qui augmenterait l'art. Et ça, c'est le sujet du Centre national, c'est-à-dire de réfléchir au parcours de la personne, de la petite enfance en passant par les écoles, pré-professionnalisation et professionnalisation, et donc considérer le spectateur comme pouvant devenir un praticien, la personne en situation de handicap comme pouvant devenir un professionnel de ces secteurs. Et là, il y a encore en France beaucoup à faire. Il y a une chose qui est importante, la parole ici elle est de Jérémy Borroy qui dit à France Inter en avril 23, donc il n'y a pas très longtemps, il est temps de considérer que l'inaccessibilité est un délit. Donc Jérémy Borroy, c'est le président du Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap. En France, on a cette instance composée de plus de 80 personnes et qui avise toutes les lois. C'est-à-dire que toutes les lois passent devant le CNCPH, qui est une instance qui représente toute la diversité du monde du handicap en France. Et Jérémy Borroy alerte sur le fait que dorénavant, la loi 2005, elle a 20 ans, il y a des décrets d'application, dorénavant, on ne peut plus déroger, tout doit devenir accessible. Et bien honnêtement, faisons chacun une introspection des lieux de culture, des lieux professionnels, des lieux d'enseignement. Et voilà. Je disais en déconnant, parce que je suis intervenu il y a quelques jours à Marseille, je dis Marseille est un délit. Mais ça, les Marseillais, ils adorent se sentir délictueux, mais c'est incontestable. C'est un urbanisme très mal foutu. Vous voyez, quand vous allez à Lyon, c'est autre chose. Alors, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de passer en quelque sorte de ce que la loi 2005 a apporté, c'est-à-dire en principe une égalité des droits, à une égalité réelle, c'est-à-dire vraiment réfléchir à qu'est-ce qui ferait que toutes les personnes en situation de handicap activent réellement ces droits qui leur ont été attribués à partir de 2005. Alors nous, c'est un travail qu'on va mener dès 2021 à la création du Centre national et qu'on va amplifier particulièrement à l'approche des Jeux Olympiques, puisque le vendredi 17 mai 2024, dans le cadre des Olympiades culturelles,
on va réaliser un colloque au Sénat. Et ce colloque, il visait à revenir sur les 20 ans de la loi 2005. J'avoue qu'il y a eu toute l'ouverture des Jeux Olympiques et des Olympiades culturelles qui ont accepté que ça soit considéré comme un acte culturel. On a dit, voilà, vous avez un appel d'offres pour organiser des grandes cérémonies artistiques autour des Jeux. Alors nous, on va vous en proposer. On a fait ainsi une grande parade merveilleuse à Morlaix. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est un temps solennel de réflexion sur, à l'approche des Jeux Olympiques, eh bien, qu'est-ce qu'il en est des 20 ans de la loi 2005 dans l'art et la culture. Alors ce colloque, il a été extrêmement fort. Là, vous voyez comment vous avez Emmanuel Laborie. On a eu aussi Sandrine Bonner qui est venue dire un texte. C'est quelqu'un de concerné. Vous savez que la sœur de Sandrine Bonner était une jeune femme atteinte de troubles du spectre autistique. Et donc, on a demandé une salle. Et j'ai pas d'autres photos, c'est dommage. Je pensais les avoir mis, je vous prie de m'excuser. C'est la salle Richelieu. C'était la salle qui nous était décrite comme étant accessible, mais ils n'avaient pas compris au Sénat qu'on ne venait pas avec une ou deux personnes. On venait avec plusieurs personnes malvoyantes, donc avec des chiens. Ça a été un très gros problème sur la sécurité, un paquet de fauteuils. Enfin, c'était assez rigolo. Et puis en plus, on a été obligé de rappeler tout le monde parce que c'était plein et on appelait les gens qui avaient réservé en disant vous avez réservé il y a un mois, il y a 2 mois, dites-nous vraiment si vous venez parce que beaucoup de personnes sont sur la liste d'attente. Et là, le Sénat, il a paniqué. Et d'ailleurs, quand vous allez au Sénat, c'est normal, c'est un temple républicain dorénavant, c'est très contrôlé. Il y a un système de contrôle. Et là, il y avait une queue énorme sur le bas-côté. Et il y a le gendarme qui est venu me voir en me disant c'est inacceptable. Le Sénat ne sait pas accueillir ces personnes. Je me plaindrai immédiatement au président du Sénat. Est-ce que vous avez un collaborateur qui me fait rentrer très vite tous ces gens-là pour pas qu'ils soient exposés sur le trottoir? Et donc j'ai une collègue qui est arrivée. On a toute la pratique des lieux de culture. On sait faire rentrer vite des gens. On a fait rentrer les gens. Et à la fin, ce gendarme, qui était l'officier de sécurité du lieu, il est venu me voir en me disant c'est un scandale. On devrait pouvoir accueillir toutes ces diversités sans que ça pose problème. Vraiment, j'ai dit que je le dirais au président du Sénat et il a écrit un courrier au président du Sénat, j'en ai eu le copie, c'était assez rigolo. Le président du Sénat s'est fait engueuler sur l'inaccessibilité véritable du Sénat. Alors, pour faire ce colloque, il y a eu plein de moments très forts dans ce colloque. On a rencontré 150 personnes concernées, c'est-à-dire des artistes en situation de handicap et puis des fois aussi leurs aidants ou d'autres artistes qui travaillent avec eux. Et on leur a dit, qu'est-ce que sont les obstacles récurrents que vous avez dans votre pratique artistique et qui vous empêchent? Eh bien, il y a 3 obstacles qui sont ressortis. Le premier, systématiquement, tout le temps, l'accès à la formation artistique. L'accès à la formation artistique professionnelle. Ça, c'est le premier obstacle. Et pourquoi cet obstacle est important? Parce que ces personnes, quand ils étaient enfants, contrairement aux autres enfants, ils n'ont pas eu la même égalité d'accès à l'éducation artistique culturelle. Ils n'ont pas eu la même égalité d'accès au conservatoire. Ça a toujours été des parcours de galère. Et on a très peu, dont tous les artistes en situation de handicap aujourd'hui reconnus, qui ont pu rentrer dans les grandes écoles nationales supérieures. Ça, c'est la première grande inégalité. Et surtout que quand vous êtes artiste aujourd'hui, il y a tellement d'écoles que tous les artistes ont été formés. Ne pas pouvoir se former, c'est d'être définitivement autodidacte, de ne pas avoir le réseau d'amitié qu'on se crée dans une promo entre élèves, ne pas avoir tous les codes de la profession qu'on vous transmet dans ces écoles. Donc c'est très, très, très discriminant. Le deuxième obstacle, il découle du premier. Vous voyez, je suis en train de vous décrire une cascade, en fait, de discrimination. C'est celui de l'accès à la professionnalisation artistique. Parce que comme vous n'avez pas pu rentrer dans ces couloirs qui vous préparent à pouvoir être l'artiste de demain, qui vous mettent en relation avec la profession, il y a même à la sortie de ces écoles des dispositifs qu'on appelle le JTN, par exemple. Vous êtes un élève qui a fait un conservatoire, si vous êtes recruté dans une distribution, vous êtes tout jeune, eh bien, le metteur en scène qui vous accueille dans la distribution, il va être financé pour vous accueillir. Si vous n'avez pas pu passer par ces formations, vous n'avez pas été repéré, on ne vous considère pas vraiment comme un professionnel, puisque vous êtes un amateur, et comment vous allez rentrer dans le monde professionnel? Mais une fois que vous êtes professionnel, est-ce qu'il existe des régimes adaptés à vous? Vous savez que quand vous êtes dans le spectacle vivant, il y a un système qui est très connu, qui est l'intermittence.
Vous faites 507 heures, qui n'ont pas toujours facile à faire, en 12 mois, et vous avez ensuite accès au régime d'indemnité chômage. Mais si vous êtes empêché, que vous ne pouvez pas courir les cachets, que c'est très difficile de vous déplacer pour aller à un casting, parce que vous êtes en fauteuil, parce que prendre le train, c'est une galère sans nom, etc., vous avez moins d'opportunités que les autres. Donc il serait normal qu'au lieu de faire 507 heures, vous en fassiez 407, 307. Ça serait possible. Mais ça n'existe pas. Autre problème que nous ont beaucoup dit les personnes en situation de handicap, quand vous êtes en situation de handicap, accéder à un tournage. Je reviens à l'exemple du fauteuil, mais c'est une galère invraisemblable. Parce qu'il faut que quelqu'un vienne vous chercher chez vous, vous emmène à la gare, prenez le train quand ça se passe bien. Parce que moi, ça m'est souvent arrivé avec des gens en fauteuil de rester sur le quai parce qu'on dit « Ah ben non, le train n'est pas climatisé, il y a tout le monde monte dans le train, mais vous êtes en fauteuil, vous n'avez pas le droit de monter. » Mais pourquoi ? Moi, j'ai des belles engueulades dans les gares, parce que maintenant, moi, je force le passage. Excusez-moi, c'est le droit, vous m'emmerdez. Et si vous n'êtes pas content, j'appelle le préfet. Et je fais toujours semblant d'appeler le préfet. J'ai un faux numéro qui suit de mon père. Je dis, monsieur le préfet. Alors, je peux vous expliquer pourquoi. Parce qu'un jour, mon père, il me dit, Thierry, est-ce que tu peux... Je vais être ému quand je vais le dire, donc si je pleure, vous m'excuserez. Thierry, est-ce que tu peux venir avec moi? Parce qu'il faut que j'aille chercher la carte d'invalidité pour Valentin, mon petit-neveu. Mon petit-neveu est très, 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 très handicapé. Et je vais avec mon père, j'insiste, à Cherbourg. Cherbourg, c'est une préfecture maritime, donc on n'est pas à la préfecture, on est à la sous-préfecture. C'est un détail administratif qui est assez rigolo. Et on arrive, je sens que mon père est tendu. Et lui, il sait que ça va être galère. Moi, je crois pas, c'est le droit. Valentin, il a 14-15 ans, il est en fauteuil, il faut une machine invraisemblable. Vous savez, les camions avec la porte qui se verse à l'arrière pour qu'il descende avec son fauteuil sur moteur. On va avoir le droit, on va l'accès aux places pour personnes handicapées. Et là, il y a quelqu'un qui arrive au guichet qui dit « Ah oui, on a regardé votre dossier. Bon, enfin, Valentin, il n'est pas majeur. » Alors, mon père dit « Oui, et alors ?» C'est pas possible, c'est que pour les majeurs. Et là, j'ai cru que mon père allait faire une crise cardiaque. Il hurlait, il voulait voir le préfet. Et moi, pour calmer mon père, je disais « Papa, on n'est pas dans une préfecture, c'est une sous-préfecture, il faut que tu demandes le sous-préfet. » Mais j'essayais de calmer mon père. Il est arrivé quelqu'un qui devait être le secrétaire général. Enfin, il portait cravate, donc pour mon père, c'était le préfet. Et il lui a dit « C'est un scandale, tout ça !» Et le gars a dit « Mais on est capable de conneries comme ça? Mais donnez-lui la carte !» Et on est ressorti avec la carte. Du coup, j'appelle mon père, et quand je dis « Monsieur le préfet », il comprend que je suis en train de m'engueuler avec quelqu'un. Parce qu'après, je lui dis « Papa, quand même, on était en sous-préfecture. » Il dit « Oui, mais j'avais perdu tout. » Mais je dis « Oui, je comprends bien. » C'est le quotidien, bien sûr, que vous connaissez. Mais il faut repenser à ça. Et je pense qu'il faut des fois appeler le préfet. Ça m'est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a des fois, vraiment, j'appelle pas mon père, j'appelle vraiment le préfet. Et puis, dernière chose, dernier obstacle qui est vraiment important, c'est la méconnaissance de la société comme du monde de l'art. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de professionnels qui voudraient mieux faire, rendre les lieux plus accessibles, mais qui ne savent pas comment commencer. D'ailleurs, ici, vous formez les référents handicap. Et ça, c'est très important. En fait, la société est souvent tétanisée, n'ose pas faire, a peur de faire, parce qu'elle a peur de se planter. Mais il faut un grand mouvement d'innovation généralisé. Il faut que tout le monde se mette à passer à l'acte pour que les choses bougent. Et c'est marrant parce que vous voyez les images que je vous montre, et ben ça, c'est celle de la tournée la plus éloignée qu'on ait pu faire. On a été accueillis avec le spectacle qu'on avait créé à Avignon, Gulliver. On a été accueillis à Séoul. Et ça, c'est la grande tour, là, c'est le théâtre à Séoul. Ils n'ont pas vraiment la manière d'architecturer les théâtres comme nous. Et ce qui est rigolo, c'est que j'arrive là-bas après les 12-13 heures de vol, je discute avec mon homologue, parce que figurez-vous qu'à Séoul, 2 ans après nous, ils ont créé un centre national pour la création adaptée. Et Monsieur Ho, que j'aime beaucoup, je lui dis, on est en train de manger, j'ai vraiment le jet lag, je suis complètement explosé. Et je lui dis, on vient de faire les entretiens, il y a des obstacles récurrents chez les Français, j'ai trouvé en Allemagne aussi. Pouvez-vous me dire les vôtres? Eh bien, les 3 que vous avez énoncés là, il est dit quasiment dans le même ordre. Donc, ce n'est pas simplement un obstacle sociétal, c'est probablement universel. Et après, du coup, j'ai discuté avec les homologues au Brésil, avec des acteurs culturels au Canada, et je vois bien que c'est récurrent. Donc là, on touche à quelque chose de sociétal et de profond. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été menée par le British Council qui s'appelle Time to Act. Je passe très vite, mais vous voyez, le titre est très, très, très intéressant. Il dit que le secteur culturel, ce qui fait l'obstacle, c'est le manque de connaissances. Ce manque de connaissances, il crée les obstacles pour la professionnalisation des artistes et pour la fréquentation des artistes en situation de lieu de culture. Donc là, c'est un très, très gros enjeu. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'autrement, je regarde l'heure. J'aimerais bien qu'on ait un peu le temps d'échanger.
très vite. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été 25 ans enseignant à l'université. Et à l'université, j'enseignais les politiques publiques de l'art et de la culture. C'était ma spécialité. Et un jour est arrivée une enseignante à l'université qui s'appelle Sophie Lucet, qui est d'ailleurs la sœur de Lise Lucet. Et on était en train de refaire les maquettes de cours. Et elle s'adresse à moi, elle me dit « Thierry, est-ce que tu peux faire un cours sur ce que tu fais avec les comédiens en situation de handicap, avec Madeleine, tu travailles avec eux depuis 15 ans, est-ce que tu peux faire un cours là-dessus ?» Et je me vois lui répondre « Mais je ne suis pas spécialiste. » Elle me dit « Non mais t'es con quoi, ça fait 15 ans que tu travailles avec eux, donne-moi tout de suite un titre de cours. » Je suis stupéfait et je sors ce titre un peu racoleur et ça s'appelle « L'art en dehors des espaces consacrés ». Et je prends toutes les vacances en me disant « Ouais, qu'est-ce que je vais leur raconter ? Oh là là, c'est pas mon domaine de prédilection. Bon, c'est pas grave, c'est une option en art. Hein, on est à la fac de Rennes 2, c'est étudiants d'histoire de l'art, d'art plastique qui choisissent ça en option. Je vais en avoir une trentaine. Et j'arrive sur cette rentrée à l'université et j'ai pensé à ce cours pendant toutes les vacances. Je me dis, bon, je les emmènerai sur le terrain, on va se déplacer. Parce que je me sens pas à l'aise à professer, à faire un cours complet là-dessus. Et j'appelle le service qui s'occupe des salles et ils me disent, ah oui, vous serez en amphi B2, on n'a pas trouvé autre chose. Mais je dis, non, mais attendez, c'est un amphi de 150 places. Bah oui, il y aura des gens assis dans les travées. Et en fait, le titre est tellement racoleur, l'art en dehors des espaces consacrés, super séduisant. Tout le monde est venu. Et j'ai pas 250, j'en ai 300 assis dans les marches et tout. Alors là, j'ai un trac d'enfer, j'arrive, je dis non, mais attendez, il y a un malentendu. Puis je raconte ce que je suis en train de vous dire. Je dis voilà, en fait, moi, j'ai une collègue qui m'a demandé de faire. Bon, on va le faire ensemble, quoi. On va l'improviser ensemble. Et j'ai commencé à réfléchir s'il n'existerait pas une histoire de l'art, de ces pratiques artistiques avec des artistes singuliers. Ben en fait, il y en a une. Elle n'est pas écrite, mais il y en a une. Elle est formidable. Alors, je ne vais pas vous la faire là parce que c'est un cours qui se déployait sur plusieurs jours. Là, c'est une citation d'un historien d'art que j'aime beaucoup qui dit « Nous devons aujourd'hui explorer l'histoire de l'art comme un réseau de galeries souterraines et recoudre des liens déchirés. » Ben, c'est un peu ce que j'ai dû faire. Et ce qui est très intéressant, c'est celui-ci. Alors, il y en a plusieurs, mais ça, c'est intéressant parce qu'il y a des moments. Parce que la première histoire que j'ai racontée sur ce rapport entre, en fait, des grands artistes et la folie, moi, j'ai tout de suite pensé à Victor Hugo. Parce que quand Victor Hugo perd sa fille, il est tellement bouleversé par cette mort qu'il va ensuite faire venir des voyants. Il va essayer de rentrer en relation avec Léopoldine. Il va incanter les esprits, il veut faire des esprits des soirées, de spiritisme. Mais ça, c'est fou parce que les surréalistes, quelques années après, ils vont être fascinés par ce grand homme de lettres, qui est Victor Hugo, qui s'est intéressé à des choses indicibles, de l'ordre du non-rationnel. Et incontestablement, ça va être une source d'inspiration pour Victor Hugo, pour les surréalistes. Mais là, il y a un homme qui est étonnant. Il s'appelle Hans Prinzhorn. Et Hans Prinzhorn, il va avoir une fin un peu tragique. Il va décéder en 1933 à Munich, en Allemagne. Alors, ce n'est pas les nazis qui arrivent à ce moment-là au pouvoir qui le tuent, mais bon, il est un peu marginalisé. C'est avant tout un double docteur. Il est docteur en psychiatrie et docteur en histoire de l'art. Il a 2 thèses. Et cet homme, en fait, il va s'intéresser à l'art de ses patients. Et il va se rendre compte que des gens qui sont privés de parole, qui sont dans une folie extrême, produisent des petites pièces, des œuvres d'art, et il va les accumuler. Alors pourquoi je vous parle de lui ? Parce que c'est un moment complètement fou, j'y vais vite. Vous savez, quand les nazis ils arrivent au pouvoir, ils veulent dénigrer les avant-gardes. Et pour dénigrer les avant-gardes, ils vont piller les plus grands musées d'Allemagne, parce qu'on oublie ça, c'est qu'avant 1933, avant les nazis, l'Allemagne, c'est un peuple très très éduqué. C'est le premier musée d'art moderne au monde, c'est à Kassel, en 1920. Les collections dans les musées allemands sont exceptionnelles, avec les plus grandes avant-gardes. Et les nazis, pour les dénigrer, ils vont faire des expositions d'art dégénéré, ils vont vouloir se moquer des avant-gardes, et ils vont exhiber les plus grands artistes du début du XXe, les plus grandes avant-gardes, les plus belles œuvres, en les mettant à côté d'œuvres d'art premier et d'art des fous. Et l'art des fous, c'est toute la collection qu'avait accumulée Hans Prinzhorn. Et dans ces expositions, vous voyez, elles étaient exhibées comme ça. Et en fait, les nazis voulaient se moquer.
Et il y a eu beaucoup d'Allemands à venir voir ce que les nazis voulaient dénigrer. Et ce qui est très intéressant quand vous discutez avec les artistes survivants, ceux qui n'ont pas été déportés, qui n'ont pas été tués par la guerre, qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette expo? Ils ont dit, eh bien, c'est étonnant, mais les nazis, dans leur bêtise, ne se sont pas trompés. Parce que nous, on regardait de ce côté des racines de l'homme. Dans l'art premier, c'est des gens qui, par transmission, commençaient à faire des sculptures, des fois extrêmement élaborées, sans académie, sans école, sans transmission apparente. C'est une transmission vernaculaire assez étonnante, naturelle, qui s'est passée. Et évidemment, les artistes d'avant-garde avaient souvent des œuvres qu'on appelait l'art des fous. C'est à partir de 1945 et de Jean Dubuffet qu'on va parler de l'art brut. Mais ce dialogue a été constant entre les arts premiers, les arts spontanés, qu'on appelle l'art brut maintenant, et les nazis ont voulu dénigrer ça. C'est Goebbels qui visite l'exposition. Et sachez-le, en parallèle, les nazis avaient fait leur exposition de l'art arien. Et il y a eu 3 fois plus d'Allemands à aller voir les expositions d'art dégénéré que les expositions officielles. Et à ce moment-là, les nazis se sont dit on est en train de se planter, ils ont arrêté. Et moi, récemment, j'apprends que la collection d'Hans Prinzhorn, parce que pour moi, ces œuvres avaient été râpées par les nazis, ils les avaient détruites. Mais les nazis, c'est des Allemands. Et donc, c'est très organisé, très rangé. Ils ont tout mis dans des caisses, toujours, c'est vrai. Et en fait, ils ont conservé cette collection. Elle a été exposée récemment, il y a à peu près 5-6 ans, à la maison Victor Hugo. Cette collection est sublime. C'est vraiment, Hans Prinzhorn n'était pas que médecin, c'était vraiment un historien. Il a fait une collection en fonction de style, de couleur. Cette collection, elle est magnifique. Tiens, j'ai pas Mickey, vous allez deviner. Il n'est pas de mission de l'art de se vautrer dans la crasse pour l'amour de la crasse, de peindre l'être humain que dans un état de putréfaction, de dessiner des crétins comme symbole de la maternité ou de présenter des idiots déformés en tant que représentants de la force virile. Adolf Hitler. Et donc, il y avait dans cette attitude de dénigrement des avant-gardes, il y avait une attitude raciste. Hein, vous voyez, on explique qu'en fait, un indigent, c'est le prix d'une famille moyenne allemande. Vous voyez, c'est un appel à la déportation, à la destruction. Là, on fait le calcul sur une année. Évidemment, tout y passe. On dénigre aussi le jazz. À côté, on affirme la grande musique, la vraie. Dans les moments que nous rencontrons actuellement, je pense que c'est important des fois de se rappeler de ce moment de cette histoire, même si l'histoire ne se recommence pas toujours. Mais enfin, c'est important de se le savoir. Et donc, en fait, ces artistes qui étaient exhibés dans ces expositions, c'est Otto Dix, par exemple. Otto Dix, Hitler ne supportait pas parce qu'il avait été traumatisé par la Première Guerre mondiale, il représentait les gueules cassées, tous ça, c'est un tableau qui est très connu, qui s'appelle Rue de Prague. Voilà, vous avez des anciens combattants blessés, parce qu'après la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup de cœurs blessés. Et donc, en fait, voilà, il y a eu ces moments-là. Et alors, je vais vous montrer dernier 2-3 trucs. Je passe vite parce que, effectivement, j'avais. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de Jean Dubuffet qui va théoriser l'art brut. Et Jean Dubuffet, ses toiles, c'était ça. C'est bizarre parce que des fois, on pourrait croire que c'est de l'art brut. Lui dit qu'il n'a jamais été influencé par ça, alors que moi, je pense qu'il en est profondément influencé. Bon, ça, c'est les dernières œuvres de la vie de Jean Dubuffet. Le voici, Jean Dubuffet. Hein, donc, il théorise ça en 1945. Et une des grandes figures qu'il va découvrir, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il s'appelle André Robillard, 1931, toujours vivant. Il était chez nous il y a 2 ans. Il a 92 ans. C'est une figure historique de l'histoire de l'art. Vous pouvez le trouver dans les plus grands musées. Maintenant, il est au Centre Georges Pompidou, au LAM à Lille, à la Tête. Enfin, il est dans beaucoup de musées en Allemagne aussi, aux États-Unis, en Angleterre. Et il va construire des armes et des avions. Ça, c'est magnifiques fusils. Il ne les fait plus maintenant parce que 93 ans, il est trop âgé. Et c'est des fusils, vous voyez, qui sont faits de briques et de bocs, de scotch, etc. Et ces fusils, quand vous lui demandez pourquoi il les fait, il a dit c'est pour tuer la misère. Et c'est très beau parce que quand vous l'écoutez, il a une gouaille, il est plein de métaphores. Il est passionnant, ce bonhomme. Il est venu chez nous, et il est là. Avec Alexis Forestier, ils ont fait ensemble un spectacle. Il se déplace dorénavant beaucoup avec cet autre artiste qu'Alexis Forestier.
Là, c'était le vernissage de l'exposition. Et il est passionnant, quoi. Alors, quand vous allez chez lui, c'est comme ça. C'est-à-dire que dans l'hôpital psychiatrique, il a une maison à part, et il va récupérer des rebuts, des déchets, etc. Et il les accumule. Alors, il a une fascination aussi pour les grandes figures. Bernard Hinault, c'est très important pour lui. Zinedine Zidane, très, 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 très important aussi. Et il adore les fusils. Là, j'avais pris en photo à l'époque. Pour tuer les musères, les Spoutnik. Il fait des dessins d'oiseaux qui sont magnifiques. Et c'est vraiment, moi, je trouve que c'est un artiste fabuleux. C'est pour moi un artiste aussi important que Picasso. Et je vous donne rendez-vous dans 200 ans. Vous verrez, ça sera à égalité. J'en suis sûr. Vous voyez, il fait les dessins, les avations, etc. Les arches de Noé. C'est très beau. Là, la reproduction ne donne pas l'ampleur de ce dessin. C'est très beau, les couleurs sont magnifiques. C'est un artiste qui est à la fois enfantin et en même temps très étonnant. Alors quand on discute avec lui, pourquoi il fait des fusils, c'est que son père était garde champêtre. Et puis pendant le bombardement de la Seconde Guerre mondiale, il a été assez traumatisé par les bombardements, il a eu très peur. Donc lui, c'est pour tuer les musères, c'est pas du tout pour tuer les êtres. Il fait aussi des éléphants. Vous voyez, c'est des feutres. Et c'est vraiment... voilà, il faut... Alors, moi, il m'avait offert un Neil Armstrong, c'est grand comme ça, j'étais bien embêté pour le ramener dans ma voiture. Je l'ai mis dans un musée, d'ailleurs. Voilà. André Robillard. Je voudrais montrer un dernier exemple comme ça. Il y a un type qui est assez dingue, qui s'appelle Richard Greeves, qui a eu un épisode psychotique. En fait, il est passé dans un hôpital psychiatrique et il devait être facteur, je crois, avant. Et il quitte l'hôpital psychiatrique. Il arrive au Canada, voilà, dans la campagne. Et il va récupérer tout ce qu'il peut récupérer pour faire ses constructions dans lesquelles il vivait, qu'importe les époques, l'été comme hiver. Et il fait ces assemblages comme ça, invraisemblables, qui sont des constructions mais totalement folles. Et oui, il venait s'installer à l'intérieur. Je dis ça parce que moi, j'ai un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Kawamata, et je trouve que quand même, les constructions ressemblent beaucoup aux constructions de Richard Greeves. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'un jour, en fait, les voisins de ces constructions en ont ras-le-bol parce que beaucoup de gens venaient voir ça. Il y avait des reportages, des photos dans les grands magazines. Et un type, la nuit, il a pris un bulldozer et tout rasé. C'est dommage. Parce qu'on a perdu et on ne sait plus très bien ce que. On sait qu'il est encore en vie, Richard Greeves, mais apparemment, il ne construit plus rien. Vous voyez, c'est marrant, parce que ça, c'est Kawamata. C'est un grand artiste très connu, qui est japonais, mais qui vit en France. Et je trouve qu'il fait des constructions qui rappellent cette architecture. Voilà. Et puis quand vous regardez Frank Gehry qui fait des architectures extrêmement élaborées, mais il y a quelque chose dans le penché, dans le bancal, dans le tordu, qui je trouve rappelle beaucoup Richard Greeves. Ça, c'est à Prague. Alors évidemment, il y a le facteur cheval, etc., etc. Mais là, c'est une autre histoire. Il faudrait une autre conférence. Et j'avais promis de n'intervenir qu'une petite heure. Et donc pour que vous puissiez poser des questions, et je vais bientôt interrompre mon intervention pour écouter vos questions si vous en avez. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions que vous posez? Merci. La première est jamais la plus facile à poser, hein. Là, je suis en train de vous montrer des images du parc Güell. Et je suis convaincu qu'il y a une parenté avec le facteur cheval. Mais c'est Gaudi qui l'a construit avant le facteur cheval. Mais vous voyez, c'est intéressant de regarder. Tiens, ça, c'est Nikita Safal. Et Nikita Safal, vous voyez, c'est la fontaine Centre Georges Pompidou, avec les sculptures de son mari de l'époque, Étienne Gulli. Et je trouve aussi que ça dialogue énormément avec... Ferdinand Cheval. Et là, c'est important. Nikita Safal, elle a fait ça dans le nord de l'Italie, Jardin de Taro, si vous avez l'occasion d'aller voir, c'est sublime. C'est extraordinaire, c'est très bien préservé. Et en fait, il y a un moment, il y a un ministre de la Culture qui s'appelle André Malraux, et on vient lui dire qu'est-ce qu'on fait du facteur cheval. Parce que le facteur cheval, toutes ces constructions que je vous ai montrées tout à l'heure, vous connaissez le facteur cheval, hein, c'est un monsieur qui est facteur, et un jour il est en train de faire une tournée, il bute sur un rocher, il tombe la tête de la première, et le rocher lui dit, évidemment,
tu vas construire un palais idéal. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il construit un palais idéal pendant des années, des années, des années. C'est impressionnant, hein, c'est assez grand, hein, le palais idéal. Hein, il y a une façade est, c'est la source de la vie. La grotte de Saint-Amédée sur la droite, c'est assez rigolo. Vous voyez, le facteur cheval, ça va devenir une source de célébrité parce que les frères Lumière vont le filmer, il va y avoir des photos qui vont être prises de lui. Il va mettre 33 ans quand même à construire ce truc-là. Et donc, dans les années 52-53, se pose la question de quoi faire de ce... Là, c'est des photos récentes, il est très bien préservé maintenant, mais à l'époque, il était en train de tomber en ruine. Et donc, en fait, on vient demander à Malraux quoi faire de ça. Et il y a quelqu'un au ministère qui dit on fait le classer comme monument historique. Le problème, c'est que l'ensemble du corps des inspecteurs des monuments historiques vont s'unir à l'unanimité pour dénoncer. Ils trouvent que c'est hideux, qu'elle n'a rien à voir au même rang qu'une cathédrale ou qu'une église. Et Malraux est très emmerdé parce qu'il a vraiment envie de le protéger et il fait un truc. Il appelle Picasso, il dit « Vous ne pouvez pas réunir une bande d'artistes ?» Et Picasso vient plusieurs jours après, conférence de presse, déclaration, écrit, dire « Voilà, nous pensons que c'est un grand artiste et qu'il faut le classer. » Donc il y avait Niki de Safal, André Breton, Picasso, Tinguely, voilà. Et le corps des inspecteurs des monuments historiques n'a eu qu'à se rhabiller. Et donc c'est un monument historique comme la cathédrale de Paris. Ce que ne voulait surtout pas le corps des monuments historiques. Et moi, quand j'ai construit le Sioux, j'ai beaucoup eu à discuter avec le conservateur en chef des monuments historiques. Et j'ai eu plaisir de lui rappeler cette époque. On lui disait, je suis très content de discuter avec vous, je suis un peu historien de l'art comme vous. Je voulais vous rappeler cet épisode qui montre que quelquefois, le corps des inspecteurs des monuments historiques est passé à côté de la plaque. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer ces exemples. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de liens permanents dans l'histoire de l'art entre les artistes de la vulnérabilité et les artistes des avant-gardes. Merci pour cet exposé très intéressant, très riche. Petite question, en fait, j'ai bien compris que votre ambition, c'est d'avoir l'inclusion d'artistes, quel que soit leur état de handicap ou pas. Mais est-ce que aussi vous intégrez la dimension thérapeutique ou c'est quelque chose que vous laissez de côté? Est-ce que vous avez des relations avec des hôpitaux spécialisés ou... Alors, il y a un réseau qui s'est créé il est officiel depuis maintenant le mois de juillet, qui s'appelle Art Soins Citoyenneté, et qui est parti à l'initiative d'un centre d'art qui s'appelle le 3 Bicef, qui est à Aix. À Aix-en-Provence, il y a un hôpital psychiatrique et dans cet hôpital psychiatrique, il y a un bâtiment qui a été préservé. C'est vraiment, c'est classé aussi d'ailleurs. C'est vraiment la psychiatrie du début du 20e. Et fin 19e, début 20e, c'est beau bâtiment et c'est devenu un centre d'art. Et beaucoup d'artistes sont en résidence de création et ils sont en dialogue permanent avec les patients, les équipes médicales. Et c'est un lieu qui articule cette question de l'art et du soin, on va dire. Et il a créé ce réseau auquel nous, on est associés. On l'a co-créé ensemble. Et il fédère aujourd'hui une douzaine de centres d'art qui sont au cœur de centres hospitaliers. Ils sont en France, ils sont aussi en Belgique, en Suisse. Et c'est très intéressant car effectivement, il y a quelque chose là qui se révèle. C'est-à-dire que les institutions hospitalières ont été aussi des lieux de refuge pour des artistes. Et d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a certains artistes qui fuyaient le nazisme qui allaient se réfugier à la clinique de Laborie. Non, c'était après ça. C'est un hôpital psychiatrique dans lequel beaucoup d'artistes sont venus se réfugier parce que il y avait une pensée psychiatrique humaniste ouverte sur le monde. Voilà. Et donc, il y a eu comme une parenthèse à un moment donné où cette question d'articulation de l'art et du soin c'est un peu dilué, c'était devenu polémique. Et je trouve que c'est assez intéressant, en fait, ce réseau, il réhabilite cette articulation. Et puis, il y a une chercheuse aussi qui est très impliquée dans cette question-là, qui est Cynthia Fleury, qui a créé une chaire qui s'appelle Philosophie à l'hôpital, et qui est très, très impliquée dans cette question-là. Voilà. Moi, il me semble que depuis le Covid, la
conscience de notre fragilité est beaucoup plus forte qu'avant. Et cette question de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres vulnérables, et être conscient de notre vulnérabilité, ce n'est pas une fragilité, ça peut être une force. Et je pense que ce que pense Cynthia Fleury comme philosophe ou ce réseau contribue. Donc c'est une question qui redevient d'actualité, ce sujet qui était plus fort dans les années 60 et qui redevient important aujourd'hui. Donc nous, on est partenaires de ce projet. Je vais aller à la fin du PowerPoint que j'ai pas pu vous montrer, mais il y a un truc qui est extraordinaire, c'est qu'on ne sait pas, mais à l'autre bout du monde, comme partout dans le monde, on va trouver des artistes d'art brut. Et ce qui est très intéressant, c'est quand vous arrivez au Japon, vous trouvez un art brut, mais qui est hyper culturel, parce que le Japon, c'est hyper culturel, et ça, c'est de l'art brut, mais ça a tous les codes de la société japonaise. Alors, il y a Motoka... il est toujours vivant, cet artiste, et depuis qu'il est enfant, il dessine, regardez, des villes. Et si vous recherchez, il y a des motos, il y a des voitures, mais il n'y a personne. Et c'est très beau, ces dessins, ils sont très beaux. Et il y a toujours cet surgissement comme ça, pas dans tous ces dessins, mais dans beaucoup, de la forêt. C'est très très beau. Et puis il y a... non, j'ai été trop vite, excusez-moi. Il y en a un autre que je voudrais vous montrer, non, c'est dans l'autre sens, que j'aime beaucoup et j'essaye de me renseigner pour savoir s'il est toujours en vie, je voudrais le faire venir en France. C'est lui. Jiro Miyama. Et on dirait que c'est quelqu'un qui est un indigent. En fait, c'est quelqu'un qui travaille quand même, mais qui est sans domicile fixe. Et au Japon, personne ne vit vraiment à la rue. Il y a des lieux dédiés à ça. Et il a cette passion suprême de sortir déguisé, costumé. Et je ne sais pas si vous imaginez la taille du chapeau. Et c'est fabuleux parce qu'à chaque fois, il va sortir avec son vélo. Il a de la musique, ça fait du bruit, comme ça. Société qui est quand même très ordonnée, très rangée. Enfin, c'est improbable, quoi. Et il arrive comme ça dans l'espace public. À chaque fois, c'est différent. Et regardez l'élégance de ses boucles d'oreilles. Enfin, on aurait dû tous penser à ça. Enfin, un aquarium boucle d'oreilles. Enfin, on en rêve tous. Pourquoi on l'avait pas fait avant? Et il est fabuleux. Et j'ai vu un reportage, c'est assez rigolo, il est vraiment conscient de l'étrangeté. En plus, il est hybride. Hein, c'est un corps d'homme, de femme mélangé. Et il est très conscient de ce qu'il fait. Et chaque jour, il va élaborer un costume différent. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Et le journaliste, il dit, mais alors, est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est pas de l'art? Il dit, et vous en pensez quoi? Et c'est marrant parce que Jean Dubuffet, il dit la même chose. Il dit, un jour, on m'a dit que c'était de l'art. Oh, c'est dingue, ça a changé ma vie. J'étais artiste, je le savais pas. Et c'est vrai que ça a changé la vie d'André parce que il a quand même été voyager un peu partout. C'est clair que ça a donné un sens. Quand vous l'écoutez parler de ce qu'il a fait, il est vraiment traversé par ça. Il a rencontré tous les plus grands collectionneurs. C'est vraiment, il se rappelle de tout le monde. C'est assez rigolo de l'entendre parler de Jean Dubuffet. C'est passionnant. Et donc, c'est pas des artistes de la folie ou à part. C'est vraiment des artistes qui sont au cœur, en fait, de l'histoire du XXe siècle, comme sûrement celle du XXIe. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, en fait. C'est pas tant que ça marginal. C'est peut-être beaucoup plus au cœur de nos civilisations qu'on ne le croit. En tous les cas, moi, ça m'intéresse tout autant que les plus grands artistes du XXe. Et quand vous discutez avec les plus grands artistes du XXe en disant est-ce que ça vous parle beaucoup, ils vous disent que oui. Alors on ne sait pas, mais André Breton, par exemple, avait une collection d'art brut très importante. Les plus grands artistes, Picasso aussi. En fait, vous voulez dire que l'art brut en fait, est moins disruptif qu'on ne pense, c'est plus un miroir de l'actualité, enfin, je sais pas. Oui, c'est bonne question. Il
reflètent un peu l'état de ce qu'ils ressentent dans la société par leur sensibilité. Et je pense que ça vient, oui, je pense que ça vient décaler notre regard. Et c'est vrai que de toute façon, c'est peut-être pour ça que Jean Dubuffet l'a qualifié comme ça et a constitué cette collection qu'il a ensuite donnée à la ville de Lausanne. Vous pouvez aller la visiter au musée d'art brut de Lausanne. Elle est intègre, hein, elle est vraiment été parfaitement conservée là-bas. Je pense que Jean Dubuffet a commencé à s'intéresser à ces pratiques parce il les décrivait comme des artistes non culturels, parce qu'ils n'étaient pas passés par les académies, ils n'avaient pas été suivre des écoles, et lui il voulait s'intéresser vraiment aux racines d'une expression spontanée, authentique, etc. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ça doit nous interroger sur ce qui fait le talent, sur ce qu'on transmet dans les écoles. Et sur ce qu'est le savoir et la connaissance. Si je pars, par exemple, de certains de nos comédiens, Jean-Claude, par exemple, c'est le comédien que je vous ai montré tout à l'heure, je vous disais que c'était mon plus vieux collègue. Ben, Jean-Claude, il ne sait pas lire, il ne sait pas compter. Et il est un amoureux des textes, et de la littérature et de la poésie, mais à un point qui est invraisemblable, vous n'imaginez pas. Vous lui apprenez un texte pour qu'il vienne le jouer, vous lisez une fois, deux fois, à votre grande stupéfaction, il le sait très vite par cœur. Très, très, très vite. Et récemment, on s'est dit, tiens, et si on faisait un atelier d'écriture avec Jean-Claude ? Parce qu'on était en train de faire un atelier d'écriture avec les autres interprètes qui, eux, savent maintenant écrire. La nouvelle génération sait écrire. Et on s'est dit, mais comment on fait avec Jean-Claude ? Alors on lui dit, dicte-nous le texte, le poème auquel tu penses. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est con, on a attendu qu'il ait 58 ans pour dire ça. Parce que là, on a découvert une œuvre, mais c'est dingue. Et ça, vous voyez, ça vient réinterroger, complètement déconstruire, en fait, la manière dont... Parce que quelqu'un qui aime la littérature, c'est forcément un homme de lettres. Donc c'est quelqu'un qui sait écrire, dans une orthographe parfaite, qui sait lire, évidemment, etc. etc. Sincèrement, les poèmes de Jean-Claude, ils sont à la BNF, là. On les a transférés à Richelieu. Et ils ne font pas le figure à côté des textes de Beckett, hein, je ne plaisante pas. Et il y a une anecdote qui nous est arrivée, c'était le deuxième spectacle qu'on crée dans le Festival d'Avignon, qui était à partir de textes de Kafka, j'insiste, à partir de textes de Kafka. Et nous, on avait présenté le projet avant qu'il soit créé, donc c'était marqué dans le programme du festival, texte de Kafka. Quand vous créez, surtout dans le Festival d'Avignon, un texte de Kafka, vous avez forcément le grand spécialiste de Kafka qui se pointe, hein, parce que c'est comme Beckett, il y a des grands universitaires spécialistes de la chose. Et c'est le soir de la première, moi je suis sous le trac, donc le spectacle vient de jouer, et ce spécialiste est à côté d'Olivier Pille, le directeur du festival, et il dit non mais c'est fou, c'est magnifique, et là vous m'avez fait découvrir des textes de Kafka que je ne connaissais pas. Et je réfléchis pas du tout, je suis sous le trac, je dis oui, c'est normal, les acteurs de Catalyst, ils auraient écrit. On ne ferait jamais ça. Vous imaginez, tiens, on va jouer Molière. Non, c'est pas bon, viens, réécrivez Molière, hein, vous pouvez mieux faire. Et là, vous avez le grand spécialiste qui est là, et il rigole, il dit non, c'est une plaisanterie. Et Olivier puis dit, non, si, c'est vrai, ils ont fait des ateliers d'écriture. Et je dis, oui, j'ai pas eu le temps de le corriger dans le programme. Et c'est là que je me dis, mais c'est d'une impertinence. Et en même temps, quand vous regardez les grands artistes de peinture, Picasso, il est en train de repeindre Rembrandt, etc. Enfin, c'est quoi un artiste ? C'est le pilleur des autres artistes, des autres générations. Enfin, c'est un pillage créatif, quoi. Mais les acteurs de Catalyst, c'est des brigands exceptionnels parce que on se permet des choses que vraiment c'est interdit. Vous voyez, le Festival d'Avignon, réécrire Beckett, alors vous avez marqué Kafka, alors vous avez marqué que c'est le texte de Kafka. On le ferait pas normalement, c'est pas possible, ça se fait pas. Et comment voilà. Et l'autre jour, nous on a le ministre de la Culture qui est venu chez nous et à un moment donné. La ministre demande à nos comédiennes si elle ne veut pas dire un texte. Et on n'a pas du tout prévu le truc. Et puis, il y a une ministre, le préfet qui est en costume. Il y a les gardes du corps, il y a un paquet de monde. Je dis à la comédienne, mettez le trac et tout. Elle me dit non. Et elle lit son texte. C'est un texte qui est un texte qu'elle a écrit pour Gulliver, hein, qui est sublime, quoi. La ministre complètement stupéfiée. Parce que vraiment, c'est un très beau texte. Elle le dit très bien en plus. Et je dis, mais madame Miss, c'est pas simplement un texte qu'elle a appris, c'est son texte. Ce texte, elle l'a écrit. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que nous qui travaillons avec eux depuis 30 ans, en fait, on se rend compte qu'on a encore des barrières à dépasser.
Et là, les textes de Jean-Claude Poliquin, notre comédien, là, et c'est ce texte d'ailleurs, c'est ces textes-là qu'on a lus lorsqu'on a inauguré la donation qu'on a faite à la BNF. Parce que quand il y a une archive qui s'ouvre, il y a un moment, une cérémonie, etc. C'est ce texte-là. Et là, il y a un éditeur qui est intéressé. Mais pourquoi pas? Il n'y a pas de... Oui, l'année prochaine, il aura le prix concours. De t'écouter, ça me rappelle une anecdote quand je travaillais en institution. Je me souviens d'un jour où on a inauguré un IME, je travaillais en IME, et j'avais tout le gratin de la fondation qui avait financé en fait toute la reconstruction. Et je me souviens encore une jeune résidente qui s'est approchée du président de séance, dont tout le monde était sur son 31. Enfin bref, on avait mis les petits plats dans les grands, et elle s'approche, donc tout le monde retenait son souffle. Moi, je rigolais déjà. J'étais tout derrière, et elle s'approche et elle commence à toucher le président de séance, et elle le regarde, elle lui fait « T'es moche !» Et ton costume, il est moche. Et elle s'en va. Et bon, moi évidemment, j'étais écroulée derrière, mais en fait, enfin voilà, c'est un peu ce que tu décris, c'est cette espèce d'absence de filtre qui fait qu'on s'autorise aussi. Alors certains diront, voilà, il n'y a pas la pensée de la censure, mais pour moi, c'est une belle représentation de l'art brut aussi, et de cette espèce de liberté qu'on peut avoir à travers un mode d'expression qui s'affranchit des dictats, effectivement, et des attentes qu'on peut avoir quand on passe par un parcours plus académique. Et ça me fait penser aussi, si je peux aussi juste rebondir par rapport à tout ça, je ne sais pas si tu connais Arnaud Stern, qui a créé les clos-lieux d'après-guerre, et qui a inventé la trace, et voilà, qui a créé des conditions finalement d'expression de l'art à travers la peinture, à travers la gouache, et qui est complètement dans cette logique finalement, donc même s'il n'y avait pas une vocation thérapeutique, de cette expression libre en fait, de l'art libre, et de la trace qui est finalement universelle. Et qu'on retrouve dans des contrées, même parce que du coup il est parti explorer le monde, et il a découvert que cette trace, c'était une trace universelle, quel que soit le lieu à explorer, y compris chez des tribus dites non civilisées. Et il s'est rendu compte que la trace, finalement, elle était la même chez tout le monde. Et quand voilà, on avait cette liberté d'expression, et cette possibilité de s'affranchir finalement justement d'un parcours plus institutionnalisé, ça donne des œuvres absolument extraordinaires. Ouais, ça me fait penser à ça. Oui, c'est intéressant parce que je pense qu'en fait le décalage que des fois ces personnes singulières peuvent amener peut aussi nous amener à nous réinterroger sur notre propre code. Nous, récemment, il y a une comédienne qui est Christelle, qui a été choisie pour jouer dans un film avec Carole Bouquet, et la production m'appelle en disant qu'est-ce qui va se passer quand elle va être face à Carole Bouquet? Et je dis mais je comprends pas votre question, parce que en fait, sincèrement, je la comprenais pas. C'était pas, il y avait pas de malice de ma part. Je dis mais elle dit oui, elle va être impressionnée. Oh, je dis non, regarde pas la télé, Christelle. Je pense qu'elle va être face à une comédienne, elle sera contente. On lui a parlé, mais j'aurais dit Carole Bouquet ou n'importe qui d'autre. Il n'y a pas de star system dans l'esprit de Christelle. Sincèrement, c'est une très bonne comédienne. Bon. Et puis, en fait, par contre, il y a une condition que Christelle avait posée, c'est que la première semaine d'août, il ne pouvait pas y avoir le tournage, parce que c'est le seul moment où Christelle a été abandonnée quand elle était petite, et c'est le moment où elle retrouve une communauté de vacances, qui est un peu sa famille, quoi. Là, elle retrouve systématiquement les mêmes personnes, et ça, on sait que c'est sacré. Bon. Voilà, mais Carole Bouquet, elle est super comédienne. Sa présence faisait que le bouclage de la production était acquis grâce à sa présence. Et elle avait du vin, et il y a une vendange qui arrivait plus tard. Et elle a demandé à ce que soit décalé le tournage pendant la semaine des vacances de Christelle. Et Christelle, qui est rigolote, dit « Ah,
Ben, je ne fais pas le film. Il parle comme ça. Alors, on essaye de la convaincre, on rencontre Arnaud de Palière, qui est le très beau réalisateur, qui avait écrit le rôle pour elle, qui était très beau. Hein. Moi, j'étais déchiré à l'importance des vacances pour Christelle. Donc, elle l'écoute et tout ça. De Palière, il dit je suis vraiment gêné parce que dans le cinéma, souvent, c'est les grandes actrices qui arrivent, qui nous aident à boucler. Je voudrais vraiment pas être dans cette situation-là, mais là, c'est comme ça. C'est ce que j'aime pas dans le cinéma. Christelle dit je vais réfléchir. Le soir, on jouait au Métallo à Paris et elle est en train de se maquiller et m'appelle et puis elle me dit Thierry, tu diras à Monsieur de Palière et à Carole Bouquet que je préfère mes vacances, mais que je leur souhaite bonne chance dans le tournage du film. Au revoir, bonjour à Carole, au revoir. Je sors, je suis complètement... Je dis, merde, c'est con. C'était beau film. Ça a été un très beau film. Et là, il y a un comédien qui arrive, qui est connu dans le cinéma, et je lui raconte ça. Et il me fait, il faut le dire à tout le monde, mais personne n'oserait dire merde à Carole Bouquet. Mais elle a raison. Ses vacances, c'est vachement important pour elle, quoi. Et c'est marrant parce que cette réaction recentrait, en fait. Je lui ai dit oui, c'est vrai, il a raison. En plus, nous, on avait vraiment répété. Attention, Carole, Christelle est particulière. Cette vacance, voilà. Et ça, voilà. Et moi, ce que je crois, par exemple, c'est que dans les conseils d'administration des théâtres, dans les conseils d'administration des universités, des écoles, etc., il faut qu'on ait cette diversité-là. Parce que quand vous êtes en train d'avoir un conseil d'administration avec quelqu'un qui est neuroatypique sur les aménagements d'accessibilité d'une fac, il vous dit des trucs auxquels vous n'avez absolument pas pensé. Il y a vraiment une culture de la neuroatypie. Quand vous arrivez en Allemagne, par exemple, les neuroatypiques ont essayé de demander qu'il y ait de plus en plus de big bags. Vous savez, je ne sais pas si vous voyez, c'est des grands sacs des années 70 avec des petites billes. Mais c'est vachement intéressant parce que quand vous avez un peu mal, parce que vous êtes en fauteuil ou parce que vous avez un corps qui est un peu cassé, des fois la chaise, alors surtout les chaises en bois, c'est vraiment pas confortable. Vous devez souffrir. Hein. On va arrêter la conférence, bien sûr. Mais il y aura un big bag, on serait tous avachis dedans. Et ça, cette culture de la neuroatypie qui nous a amené ça, elle nous a décalé. Et cette question du corps posée, parce que moi j'ai fait cours du coup dans des big bags en Allemagne, c'est pas le même cours. Hein. C'est le rapport qu'on a là. Vous voyez, vous imaginez, projetez-vous avachi dans des grands sacs à billes, là, devant moi. C'est pas pareil. Et je pense qu'en fait, c'est un petit détail, mais il y a plein de choses comme ça. Et voilà, c'est... Hein, et Albert Einstein, quand on lui demandait « Mais pourquoi vous étiez si intelligent ?» Vous savez, la réponse, c'est quand même assez génial. Il dit « C'est parce que j'ai un cerveau lent. » Il expliquait qu'en fait, il avait gardé une sorte de cerveau d'enfant et donc à une question pourquoi le temps, il était obsédé par ça. Il fallait qu'il apporte une réponse et d'où la théorie de la relativité. C'est son cerveau lent d'enfant. Et je pense vraiment que les cerveaux, les corps, les regards différents sont importants dans notre société. Et moi, j'aimerais qu'il y ait des élus neuroatypiques dans tous les conseils municipaux, merde. Vous savez combien il y a de députés fauteuils à l'Assemblée nationale ? Sébastien Pétavy, c'est le premier depuis la Révolution française. Et vous avez vu comment on élit quelqu'un, le président de l'Assemblée ou la présidente, on dit c'est perchoir. Et donc le principe, c'est que les députés, ils arrivent au pied des marches, ils montent les marches, ils arrivent devant l'urne, ils mettent leur vote, ils descendent de l'autre côté. Le solennel républicain à la con. Je crois beaucoup au solennel, mais là je trouve que c'est à la con, parce qu'il est arrivé, Pétavy, avec... On a dit, il y a un type qui va venir vous prendre le vote, il va le déposer. Sébastien, il dit, non. Donc ils ont descendu l'urne, première fois. Bon, comme ils ont eu du mal à désigner la présidente de l'Assemblée nationale pour les raisons qu'on connaît, il n'y a pas eu qu'un tour. Puis la deuxième fois, il en a eu ras-le-bol, quoi. Et il a demandé que l'urne soit en bas et que tout le monde... Et c'est bizarre parce que ça a un peu chamboulé l'Assemblée qui s'est dit, mais on le met où à l'Assemblée nationale ? Donc il est dans le rang des ministres, ce qui est pas évident parce que c'est un opposant. Donc quand vous prenez la parole pour critiquer le Premier ministre et que vous êtes dans le rang des ministres, au sein des ministres pour le critiquer, c'est très compliqué à faire. Vous vous rendez compte, c'est le premier député fauteuil qu'on est depuis la Révolution française, c'est pas normal. Mais c'est quoi cette République ? Sans blague, quoi. Et vous voyez, on se regarde, on est quand même tous blancs. Moi le premier, hein. On a quand même un problème là-dessus. Et je pense qu'en fait, ces points de vue décalés nous amènent à nous réinterroger sur notre diversité qui n'est pas totalement là
Voilà, moi j'ai été relations publiques comme certains ici dans la salle, et on a eu du mal à faire bouger et peut-être que le changement de représentation, il passe par le fait que des postes à la responsabilité, des postes dans les conseils d'administration soient occupés par des gens un peu différents. Cette différence, cette addition des différences qui est importante aujourd'hui et qui est tellement difficile à faire. Et dernier truc, il y a aussi quelque chose qui est très important, qui est le capacitaire, c'est comme ça que dit Cynthia Fleury, des aidants. C'est-à-dire que moi je dis qu'il y a des personnes qui vivent avec le handicap. C'est la personne en situation de handicap, mais sont proches. Et moi, quand je suis avec ma sœur et mon petit-neveu, c'est notre vie quand vous avez quelqu'un de différent de vos côtés. Et en fait, si vous regardez bien, le handicap, c'est d'abord un immense parcours de contraintes. C'est un système de blocage. Et en fait, ce que font les aidants, c'est qu'ils vont développer une énorme savoir de capacité d'invention pour débloquer. Parce que quand vous arrivez dans une pièce qui n'est pas faite pour un fauteuil, il va falloir trouver une solution pour que ça le soit. Quand vous êtes face à une administration qui vous dit non, pas de caducée parce que parce que vous n'êtes pas majeur, c'est pas de braque, pas de chocolat, c'est aussi con que ça, quoi. La discrimination, c'est souvent de la bêtise. Et donc en fait, tous les proches développent tout un processus d'inventivité pour dépasser ces blocages. Et ça, il faut peut-être regarder du côté de ces savoirs, de ces connaissances. Et je pense qu'on en a besoin. Donc on a besoin d'avoir des collègues concernés. On a besoin d'avoir ces connaissances, les reconnaître, peut-être les officialiser, peut-être les enseigner, peut-être les honorer. Et nous, récemment, on a eu un moment historique au Centre national. C'est Françoise Davazoglou qui est venue faire une thèse qui est la comparaison de 3 spectacles de danse où à chaque fois il y a le handicap. Dans un des spectacles, elle joue, Françoise, parce qu'elle a joué avec sa fille, qui s'appelle Alice Davazoglou, qui est une très grande metteur en scène, très belle interprète, et qui est née avec le syndrome de Down. Et quand elle a fait sa soutenance de thèse, elle s'est dit, il faut que la soutenance de thèse soit compréhensible par ma fille. Et elle a traduit l'intégralité de sa thèse en facile à lire et à comprendre, qu'on appelle le FALC, qui est une manière de réécrire le langage complexe pour l'ordre accessible à des gens neurotypiques. Et c'est dingue, parce qu'il y a eu 2 soutenances, et dans le jury, vous aviez, dans les 2 soutenances, la première soutenance en FALC, la deuxième soutenance plus universitaire, mais dans les 2 jurys, il y avait des neuroatypiques, dont les traductrices. Et ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait une règle, c'est qu'il y avait une sonnette. S'il y avait un concept qu'elle ne connaissait pas, elle sonnait la sonnette. Mais la première fois que la sonnette a sonné, c'était pour citoyenneté. Et comment l'expliquer ? Ces trucs qu'on a tous. Ouais, comment l'expliquer ? Et c'était super. Ça a été une soutenance extraordinaire. Et je tiens à rappeler qu'il y a une jeune femme qui a donc syndrome de Down, c'est la trisomie 21, qui vient d'avoir sa thèse en Espagne. Donc en fait, il y a peut-être moyen d'adapter les savoirs, les connaissances, etc., pour ceux qui ne participaient pas encore, pour que leurs connaissances, leurs apports soient dans nos sociétés et viennent nous enrichir. Et c'est un peu sur ça que je voulais conclure. C'est trop con de se priver de toutes ces connaissances et ces savoirs, quoi. Voilà. C'est vraiment moi qui vis avec des comédiens très différents depuis 30 ans. Je vous jure que c'est fou ce qu'on perd à ne pas être avec eux régulièrement. Moi, c'est mon espace normal, c'est d'être avec eux dans cette diversité. Voilà. Donc, l'affaire de l'accessibilité, c'est l'affaire de tous. Voilà, c'est votre affaire, comme la mienne. Et j'espère que ça vous aura donné envie. Voilà. Bon, bonne soirée et à une prochaine.